On pense souvent que les règles de sécurité au travail, c'est juste de la paperasse, des règlements un peu abstraits. Mais la vérité, c'est qu'elles ne sont pas écrites à l'encre, elles sont écrites avec les leçons tirées de véritables tragédies. En fait, derrière chaque règle, il y a une histoire. Et pour vraiment comprendre pourquoi ces règles comptent tant, on va se pencher sur une histoire qui a marqué les esprits, un événement qui a tout changé. Imaginez la scène. On est le 24 décembre 2009, la veille de Noël à Toronto. 6 travailleurs sont sur une plateforme suspendue en train de faire des réparations sur un immeuble. Et puis, soudainement, l'impensable se produit. 4 d'entre eux font une chute de 14 étages. Une chute mortelle. Un cinquième est blessé, mais alors là, très gravement. Un seul travailleur s'en sort, simplement parce qu'il était, lui, bien attaché à une ligne de vie. L'enquête qui a suivi a révélé une situation catastrophique. Ce n'était pas un simple accident, mais vraiment une cascade de négligence. L'échafaudage était mal conçu, il manquait un manuel, seulement 2 lignes de vie pour 6 hommes, le superviseur, décédé dans la chute, avait laissé trop de monde monter. Et pour couronner le tout, on a retrouvé des traces de cannabis chez lui et 2 autres victimes. Cet événement a forcé tout le système de justice à se poser une question fondamentale, une question qui allait complètement changer la donne sur la responsabilité des entreprises. Et c'est là qu'on arrive à une distinction essentielle, la différence entre une simple infraction à un règlement de sécurité et un véritable acte criminel. Ça change absolument tout. La différence est énorme, vraiment. D'un côté, on a l'infraction réglementaire. C'est géré par des organismes comme la CNSST et ça se termine souvent par des amendes. Mais de l'autre côté, on tombe dans le code criminel. Là, c'est la couronne qui poursuit. Et les conséquences? On parle d'amendes beaucoup plus grosses, de probation et même de prison, avec un casier judiciaire à la clé. Cette loi qui a permis de poursuivre Metron, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est née d'une autre tragédie, l'explosion de la mine Westray en 1992 qui a tué 26 mineurs. À l'époque, c'était pratiquement impossible de tenir une compagnie criminellement responsable. Alors en 2004, le gouvernement a réagi en adoptant la loi C-45 justement pour changer ça. Le cœur de cette loi, c'est la notion de négligence criminelle. Pour qu'un acte soit considéré comme criminel, il faut prouver une insouciance déréglée ou téméraire. Ce n'est pas une simple erreur, c'est un mépris flagrant, un manque de considération totale pour la vie et la sécurité des autres. Finalement, Metron Construction a plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle. Après un appel, l'amende a été augmentée à 750 000 $. Pas juste pour punir, mais surtout pour envoyer un message très, très clair à toutes les autres entreprises du pays. Bon, les amendes et les procès, c'est une réaction après les faits. La vraie question, c'est comment on fait pour que ça n'arrive plus jamais? Comment on prévient le prochain drame? La réponse se trouve dans ce qu'on appelle un système de gestion de la sécurité. C'est un cadre, une structure qui est pensée pour trouver les problèmes et les corriger avant que la catastrophe arrive. Pour bâtir un bon système, il faut d'abord être au clair sur 2 mots, danger et risque. Le danger, c'est la source potentielle de dommages, comme l'échafaudage défectueux. Le risque, c'est la probabilité que ce danger cause un accident. On ne peut pas toujours éliminer tous les dangers, mais on doit absolument gérer les risques. Mettre en place un tel système, ça se fait en 5 grandes étapes qui forment une boucle. On part de la stratégie, on planifie, on met en œuvre, on dirige et surtout, on évalue pour s'améliorer continuellement. L'idée, ce n'est pas d'avoir un beau cartable sur une tablette, mais de créer un processus vivant qui fait partie de l'ADN de l'entreprise. Mais un système, aussi bon soit-il, ne vaut rien sans les gens pour le faire fonctionner. Et ça nous amène à la personne clé sur le terrain, le superviseur. J'aime beaucoup l'analogie de la table. Pour qu'un leadership soit solide, il a besoin de plusieurs pattes pour le soutenir. Il ne peut pas reposer sur une seule chose. Le pouvoir d'un leader, ça vient de 2 endroits. D'abord, le pouvoir que l'entreprise lui donne, l'autorité, la capacité de récompenser ou de sanctionner. Mais le plus important, c'est le pouvoir personnel, celui qu'on gagne par soi-même, la compétence, l'expertise et le respect qu'on inspire aux autres. Les meilleurs leaders, ils ont les deux. Concrètement, c'est dans ses actions de tous les jours que le superviseur fait vivre la sécurité. En utilisant son autorité pour faire respecter les règles, en récompensant les bons comportements et en utilisant son expertise pour guider son équipe, il transforme la politique de sécurité en une réalité sur le chantier. Alors, si on revient à la tragédie de Metron, on voit comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent, ou plutôt se désassemblent. Ce qui s'est passé ce jour-là, ce n'était pas juste une erreur. C'était un échec à tous les niveaux.
Un échec de la loi qui a dû être changée, un échec du système de sécurité de l'entreprise qui était inexistant et un échec du leadership sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que la sécurité, c'est bien plus qu'un livre de règles, c'est une culture. Ça demande un système pour être proactif, ça prend un leadership fort et au final, c'est la responsabilité de tout le monde. Ça nous laisse avec une dernière réflexion. La responsabilité de la sécurité, elle ne commence pas avec une loi ou une procédure. Elle commence avec chaque personne qui met les pieds sur un lieu de travail. La question n'est donc pas seulement de savoir qui est responsable, mais de comprendre que c'est une affaire à la fois individuelle et collective.